Sur la première, CQFD. Pourquoi le verre est-il transparent et pas la céramique ? Pourquoi un trombone en métal se plie-t-il facilement, contrairement à un clou ? Plus largement, pourquoi les matériaux se comportent-ils ainsi ? C'est tout l'enjeu du livre de l'ingénieur Marc Miodownik. Miodownik, c'est ça ? Comment vous dites ? Miodownik. Très bien, merci. C'est Sarah Dirène qui vient donc d'être traduit en français dans la collection Quanto de l'EPFL. Oui, La vie secrète des matériaux, un livre vraiment plein d'humour qui nous plonge dans la foisonnante et intime vie d'une dizaine de matériaux, du graphène au chocolat, des matériaux pour bon nombre d'entre eux qui ont forgé, changé notre rapport au monde. Par exemple, que serait notre civilisation sans le papier, le béton, le verre, sans les alliages que sont l'acier, la fonte, l'inox, la preuve qu'ils sont vraiment importants, ces matériaux, puisque nous les utilisons pour identifier les grandes périodes de notre civilisation, l'âge de pierre, du cuivre, du bronze, du fer. Et puis aujourd'hui, on pourrait parler d'âge du plastique ou l'âge du silicium. C'est comme on veut. Pour évoquer la vie trépignante des matériaux, un expert, c'est Michel Rapa. Bonjour Michel Rapa. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur honoraire à l'EPFL. Vous avez été d'une aide précieuse, je crois, pour la traduction de ce livre, signé donc Marc, comment vous dites Miodownik. Très bien, merci beaucoup. C'est vous qui, pendant des décennies, avez initié, vous avez motivé les étudiants à la science des matériaux. Vous le faisiez comment Alors, en cassant des assiettes. En cassant des assiettes. C'est pas vrai. Oui. Mais j'ai pas cassé des assiettes pendant 30 ans, je le précise. J'ai donné des cours à différents niveaux, bachelor, master, doctorat. Mais avant de prendre ma retraite, en 2009, j'ai repris le cours d'introduction aux matériaux qui est donné à environ 700 étudiants chaque année à l'EPFL. Et vous savez, dans l'enseignement, il faut d'abord motiver un peu les étudiants. Donc, la première chose à faire, c'est le premier cours, j'arrive avec une petite caissette avec dedans à l'intérieur différentes assiettes en verre, en céramique, en métal, en polypropylène. Et puis, je faisais discuter un petit peu le choix des matériaux. Alors, certains parlaient de la mouillabilité des matériaux, enfin des choses assez farfelues. Je disais, bon, il y a aussi une question de prix. Et puis, après, on abordait un peu les propriétés mécaniques. Alors, je leur parlais un peu de rigidité et de résistance. Alors, pour montrer notamment ça, je montais sur la table, ce qui les frappait toujours un petit peu de la part d'un professeur qui a 59 ans, à l'époque. Et je montais sur une assiette en verre, et on entendait des rumeurs dans la salle, on disait, ouh, attention, ça va casser. Et puis non, ça tient. Et puis alors après, je dis, ouais, donc c'est quand même assez résistant et rigide, le métal et la céramique et le verre. Et après, je sortais de la caissette un marteau, et là, évidemment, il rigolait. Mais je dis, vous avez compris pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'assiette, elle est résistante en verre, mais elle est fragile ? On lui tape dessus avec un marteau, et là, ça éveille un peu la curiosité. Et pourquoi ? C'est une très bonne question. On préfère une émission rien que là-dessus, si vous voulez. Si vous voulez, un métal, il est ce qu'on appelle ductile. C'est-à-dire, il a une certaine résistance, mais si vous prenez, par exemple, une fourchette chez vous, vous savez très bien que vous pouvez la plier. Oui. Donc, vous la lâchez par terre, elle ne se casse pas. Maintenant, vous prenez une céramique, elle est très peu pliable, elle est extrêmement rigide. Et en plus, elle est très résistante mécaniquement. Le problème, c'est qu'elle a plein de petits défauts à l'intérieur, des petites porosités, des inclusions, des choses comme ça. Et en fait, si on la lâche, elle... Et si on la lâche, en fait, elle est tellement peu ductile qu'en fait, ce petit défaut va se propager. Et c'est ce qu'on appelle la ténacité. Ah, wow. Ténacité, non mais c'est extraordinaire, parce que c'est infini cette science des matériaux, qui est pourtant une science, Michel Rapa, très très jeune. Alors, je dirais qu'elle est... Le génie des matériaux est très ancien, comme vous l'avez dit, puisqu'on parle de l'âge du bronze, l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge du silicium. Donc elle est très ancienne. Mais en fait, la science elle-même, c'est-à-dire au fond de comprendre ce qu'il y a derrière, elle est relativement récente, puisqu'en fait, elle a beaucoup progressé au siècle passé avec deux outils absolument essentiels. Un, c'est la découverte des rayons X qui nous permet d'aller chez le docteur pour faire des radiographies, mais aussi de voir à travers les matériaux l'arrangement des atomes, de manière un peu indirecte d'ailleurs. Et puis, en 1935, la découverte du microscope électronique qui, maintenant, à l'heure actuelle, avec les microscopes, vous voyez un atome, vous les voyez. Ouais. Avec l'interaction qu'ils ont avec les électrons, bien sûr. Et on peut même les voir pousser, c'est aussi des expériences que vous meniez, on voit mais on va pas en parler parce que c'est trop complexe, c'est presque vivant parfois. C'est vivant, tout à fait. Moi, je montrais aux étudiants que deux petits
très petits cristaux qui font une centaine d'atomes de large. Vus au microscope, vous les approchez l'un de l'autre, ils vont fusionner ensemble à l'état solide, comme deux petites gouttelettes d'eau. Et en fait, ils vont réarranger leurs atomes, et vous le voyez de visu, parce qu'en fait, ils ont une certaine mobilité, ils vibrent, ils diffusent, ils ont leur vie. Ma fourchette est vivante, c'est ça que vous me dites. La fourchette est vivante, absolument. C'est pour ça que vous vous piquez la langue. Elle m'attaque. Non, et puis aussi très rapidement, Michel Rappa, on l'entend bien, c'est une discipline qui traverse toutes les disciplines. Alors, absolument. Moi-même, je suis physicien de formation, donc je suis pas un très grand spécialiste de chimie, je dois vous avouer. Mais le chimiste, pour résumer, le chimiste va à peu près, son domaine de prédilection, c'est la molécule, les atomes, la molécule, et qu'est-ce qui peut se passer entre différents corps à une échelle souvent moléculaire. Le physicien du solide, je ne parle pas de Mayer qui regarde les exoplanètes, le physicien du solide, du corps solide, il va regarder souvent un cristal plus ou moins parfait. L'ingénieur, lui, il s'intéresse aux propriétés des matériaux pour faire des constructions, un petit robot, un pont, enfin que sais-je, un satellite. Et l'ingénieur des matériaux, lui, au fond, il va regarder les vrais matériaux, c'est-à-dire ceux qu'on utilise couramment, et qui en fait sont une combinaison un peu de tout, si vous voulez. Un matériau est constitué souvent de petits grains qui font peut-être 1/100 de millimètre. À l'intérieur, si je prends un acier, par exemple, qui est quand même l'objet le plus courant, on a encore de l'arrache du fer quelque part. Vous prenez une cuillère ou une fourchette, vous regardez, elle va être constituée de grains d'une centième de millimètre à peu près de diamètre. À l'intérieur de ces grains, il va y avoir un arrangement d'atomes, mais qui ont différentes structures. Il y a des petits défauts, il y a des inclusions, et c'est tout ça qui fait la propriété au final. Waouh. Alors on va retourner sur les lieux de votre ancien job, Michel Rappa, l'EPFL en l'occurrence. Vous vous êtes rendu, Sarah, sur place pour rencontrer d'une certaine manière la relève. La relève, oui. C'est désormais Fabien Sorin, professeur assistant à l'EPFL, qui initie les étudiants à cette science des matériaux. Fabien Sorin est spécialiste de matériaux photoniques, mais on va pas parler de matériaux photoniques. On va vraiment faire des expériences avec lui. Devant nous, on a 2 tubes en verre avec des socles métalliques différents pour comprendre en fait, et vous en parliez Michel Rappa, pour comprendre l'agencement des atomes à l'intérieur d'un matériau. On va voir que cet agencement change les propriétés mécaniques de ce matériau. Certains matériaux qu'on appelle cristallins ont une structure ordonnée des atomes. Les atomes s'organisent de façon ordonnée dans la matière. Et vous avez les métaux amorphes, qui ont une structure amorphe, qui veut dire que l'organisation des atomes est plutôt aléatoire, donc non ordonnée. Alors, un matériau amorphe, ce serait quoi? De la céramique? Oui, typiquement, le matériau que vous voyez le plus souvent autour de vous qui est amorphe, ce sont les verres qui font les vitres dans les bâtiments. Ce sont des matériaux qui sont des verres, qui ont une structure désordonnée des atomes. Et un matériau cristallin, ce serait? Vous en avez beaucoup aussi autour de vous. Vos fourchettes et couteaux, les métaux dedans ont une grande partie des gros grains cristallins. Si vous les ouvrez, vous verrez des structures ordonnées de la matière. Par exemple, dans vos ordinateurs, vous avez énormément de matériaux cristallins, tous les semi-conducteurs qui forment la base des transistors, etc. Donc vous en avez énormément autour de vous aussi, des matériaux cristallins, ordonnés. Et donc, pour nous montrer la différence de matériaux, Fabien Sorin, entre l'ordonné et le désordre, c'est un peu ça au niveau des atomes, vous avez une expérience. Oui, alors j'ai 2 tubes où à la base du tube il y a un verre métallique, donc un métal, c'est-à-dire un matériau qui conduit bien l'électricité, dont les atomes sont organisés de façon désordonnée, et de l'acier, c'est-à-dire un métal classique qu'on connaît, fer-carbone, où les atomes sont organisés de façon ordonnée. Et ce que je montre aux étudiants, c'est que je fais tomber une bille au centre de ce tube qui va rebondir sur ces 2 métaux différents. Je vous montre d'abord sur l'acier. Là, vous mettez une petite bille. Je prends une petite bille d'acier aussi, que je fais tomber sur ce matériau en acier. Vous allez voir qu'au bout de quelques rebonds, la bille s'arrête de rebondir. Exact. Voilà. Donc très peu de rebonds, parce que beaucoup de l'énergie est dissipée dans la déformation du matériau plutôt que dans un retour élastique dans la bille. Maintenant, si je passe au matériau amorphe, la bille continue de rebondir. J'essaie de comprendre tout ça parce que d'un côté, il y a des atomes qui sont bien ordonnés, de l'autre, non? L'ordre vient souvent avec des défauts. Lorsqu'on va solidifier, par exemple, passer d'un état liquide à l'état solide pour former une pièce métallique,
cristalline, il va y avoir beaucoup de fluctuations, de petites impuretés, etc. qui vont se créer, qui vont créer différents types de défauts, et notamment des défauts bien connus des métallurgistes qui sont les dislocations. Et ces dislocations sont des défauts linéaires, des plans d'atomes un peu décalés qui peuvent bouger assez facilement. Donc lorsque la bille arrive sur un matériau cristallin, une partie de l'énergie potentielle de cette bille va être transférée dans le matériau pour le déformer un petit peu, y avoir un peu de dissipation d'énergie, des petits mouvements d'atomes. Et donc le retour élastique est moins important. Dans un matériau amorphe, par contre, vous avez une structure désordonnée, vous avez beaucoup moins ou pas de ces dislocations. En tout cas, d'autres noms, je simplifie un petit peu, mais l'énergie que la bille fournit va déplacer les atomes par rapport à leur position initiale. Et lorsque ces atomes vont revenir à leur position, ça va refournir cette énergie potentielle pour renvoyer la bille en l'air. Donc c'est cette différence entre le type de défauts, en fait, qui sont très prépondérants dans les matériaux cristallins, alors que dans les matériaux désordonnés, on peut voir ça comme un défaut de structure cristalline, si vous voulez, mais il n'y a pas du tout ces effets de dislocation qui bougent, et donc on a une propriété mécanique qui sont très différentes. Plus élastique. Plus élastique, oui. Désordonné comme le verre. Tout à fait. Tout est possible une fois qu'on a ce matériau, cette propriété-là, ça ouvre un champ incroyable. Le domaine des matériaux amorphes s'est développé ces dernières 10-20 ans. C'est un domaine extrêmement intéressant au niveau fondamental, mais aussi applicatif. Par exemple, il y a des clubs de golf qui sont faits en verre métallique maintenant, parce que pour cet effet élastique, vous avez un rebond plus important. Donc là, la balle peut partir plus loin, mais aussi pour des applications plus techniques. Les verres amorphes sont aussi souvent assez inertes, donc ils sont bien pour des implants dans le corps humain, qui sont utilisés pas mal pour ça. Il y a des développements technologiques pour les utiliser comme électrodes dans certains composants optoélectroniques. Enfin, ça se développe de plus en plus, la technologie des métaux amorphes. La grosse difficulté technologique, c'est d'être capable de refroidir la matière assez rapidement pour obtenir cet état amorphe. Typiquement, pour faire une jante en aluminium sur votre voiture, vous allez fondre l'aluminium, il y a d'autres matériaux dedans, mais bref, et vous allez couler ça dans un moule et vous allez solidifier. Lorsqu'on solidifie, les structures cristallines des métaux sont très simples et donc les atomes vont très vite à leur position d'équilibre. Donc pour éviter que ces structures cristallines se forment, il faut essayer de refroidir extrêmement vite pour figer les atomes dans leur position du liquide, où là, dans le liquide, il n'y a pas d'ordre. Et donc, toute la technologie ici, par exemple, c'est de refroidir assez vite les métaux, ou alors de faire des structures et des composés métalliques assez complexes avec plusieurs atomes, pour rendre la structure cristalline plus complexe. Et donc, ça met plus de temps pour les atomes d'aller dans la position d'équilibre, et donc on peut les figer dans un état amorphe plus facilement. Au cœur des propriétés des matériaux, c'était Fabien Sorin qu'on va retrouver dans un instant à votre micro, Sarah. Et avec nous en studio, Michel Rappa, physicien, professeur honoraire à l'EPFL. On se rend compte que faire de la métallurgie, c'est finalement faire de l'orfèvrerie, avec vraiment, dans le fond, cette idée que tout se joue dans les défauts. C'est génial d'avoir des défauts. Ça crée finalement la personnalité à chacun de ces matériaux, finalement. Absolument. C'est quelque part, il faut gérer un petit peu, parce que le matériau parfait rarement existe. Alors certains défauts, ils sont intéressants parce qu'ils permettent typiquement ce qu'on appelle nous des dislocations. Oui. Ça permet justement de pouvoir déformer un peu le matériau, parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir par exemple forger une pièce ou la déformer à haute température. C'est quand même utile. Et c'est là les dislocations vont intervenir par exemple lors du processus de forgeage. Mais par exemple, si je veux faire une aile d'avion en aluminium ou une canette une canette, je mets des défauts à certains endroits, pas tout à fait. Ce que vous verrez tout à l'heure, mais je peux anticiper avec Fabien Sorin, une aile d'avion qui serait faite d'aluminium pur, elle aurait malheureusement les ailes qui toucheraient sur le tarmac. Donc il y a peu de chances qu'elle vous porte vraiment. Donc on va mettre quelque chose dedans, il va en parler tout à l'heure. Et puis sinon, effectivement, les défauts qu'on n'aime pas du tout, effectivement, c'est des choses qui sont indésirables. C'est les porosités, des tout petits trous qui peuvent faire 1/100 de millimètre, hors de grandeur de la taille des grains, qui peuvent initier un début de fissuration, de micro-fissuration qui se transforme en une grosse fissuration, c'est-à-dire la pièce casse. Oui. Les inclusions sont aussi un peu du même type, et beaucoup d'accidents partent de ça. Sioux City, mais vous étiez trop jeune pour le connaître, en 82, il y a un gros disque qui tenait des aubes d'avion dans un DC-10 qui a explosé en vol, et c'est parti d'une toute petite inclusion d'oxyde qui faisait à peu près 1 mm3 et qui a fait casser toute la pièce, et l'avion, ils en ont sauvé la moitié des gens, mais quand même, c'est quand même assez dangereux. Donc on n'aime pas ça. Par contre, on essaye de
mettre des obstacles à la plasticité pour faire des matériaux résistants. Alors on va retourner au laboratoire pour d'autres expériences, Sarah. Oui, et toujours donc avec Fabien Sorin, accompagné cette fois-ci par son étudiant en thèse, Andreas Leber. Et pour cette expérience, Fabien Sorin me tend une barre en aluminium. Je vous laisse prendre cette barre en aluminium. Alors c'est Vous une allez- barre légère, barre en aluminium. Légère en aluminium, vous allez la tordre. Je la tords. Oui, voilà, c'est Voilà, facile, facile. voilà. Maintenant, Ça j'ai va, rajouté un petit pourcent, même pas, d'atomes de cuivre. Et vous allez essayer de la tordre aussi. Alors tout aussi léger, j'essaie, impossible. J'arrive pas. Ouais, vous avez forcé, je peux en témoigner. Comment ça se fait? Alors là, on a rajouté un tout petit peu d'atomes de cuivre. Alors, atome Mais de c'est cuivre. Encore une fois, c'est un effet des défauts, ces dislocations. Dans un aluminium pur, elles ont une énergie assez basse pour les faire bouger. Donc avec peu de force appliquée, on peut les faire bouger. Et donc la matière peut se déformer de façon ce qu'on appelle techniquement plastique assez facilement. Alors que lorsque vous mettez des petits défauts que vous pouvez créer en mettant des impuretés ou en travaillant le métal, donc lorsque le forgeron tape sur son fer par exemple ou sur son métal, il va créer des défauts. Et bien, ces défauts vont empêcher ces dislocations de bouger. Et donc ça va être plus dur de déformer la barre de façon permanente ou plastique. Alors Andreas Leber, avec Fabien Sorin, vous participez à son cours, vous l'aidez notamment lors d'expériences. Vous êtes en train de travailler sur justement une propriété élastique de certains matériaux. Oui, c'est exactement ça. Donc généralement, les matériaux, ce qu'on appelle un peu les matériaux traditionnels, ils sont généralement rigides, ils ne se déforment pas énormément. Actuellement, on essaye de plus en plus de trouver des matériaux qui vont pouvoir se déformer. Donc ça veut dire par exemple des écrans flexibles. Donc là, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour vraiment comprendre comment est-ce que ces matériaux se comportent et puis comment est-ce qu'on peut les intégrer dans des vrais produits. Oui, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de travailler sur des fibres, de la fibre optique intelligente qu'on pourrait intégrer dans des tissus pour capter un rythme cardiaque, tout je ne sais. On voit ce textile qui a des couleurs, qui a de la lumière. Oui, exactement. Donc moi, personnellement, je travaille sur des fibres, donc c'est vraiment juste une géométrie qui est très intéressante, justement, comme vous venez de le dire, c'est qu'on peut l'intégrer dans des textiles pour beaucoup d'applications, notamment dans la surveillance de la santé, de pouvoir suivre un petit peu tout ça, ça a un grand potentiel, effectivement. Alors Andreas Leber, qu'est-ce que c'est? Oui, C'est une sorte de machine. Donc ce qu'on vous montre là, c'est un test de traction. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui est vraiment la plus basique des matériaux. Donc c'est vraiment... Il n'y a pas un seul labo dans ce département qui n'a pas cet instrument ou qui ne va pas s'en servir au moins. Et donc un test de traction, c'est très simple dans le principe. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit échantillon d'un matériau et on va tirer dessus. Et en même temps, on va mesurer la force qu'il faut appliquer pour justement pouvoir tirer dessus. Et donc là, ce qu'on va tester nous ici, c'est de l'acier. Il est utilisé partout, donc par exemple dans des bâtiments, c'est ce qui tient la structure, c'est par exemple la Tour Eiffel. Et donc bien sûr, l'acier, c'est presque complètement du fer avec un tout petit pourcentage de carbone, ce qui change énormément les propriétés en fait. Et donc par exemple, vous pouvez vous imaginer, on change un petit peu le contenu de carbone dans notre acier et les propriétés mécaniques vont être complètement différentes. Ça se peut qu'il va se casser beaucoup plus vite ou beaucoup moins vite. Et justement, pour pouvoir caractériser ça, on utilise le test de traction. Petite description de la machine. Oui, alors vous avez une colonne qui retient deux choses. Un système de pinces qui va vous permettre d'attraper l'échantillon de métallique sur lequel on va tirer. Et un capteur de force qui va nous permettre de lire la force qui est appliquée. Donc vous avez une pince en bas à la base qui, elle, ne bouge pas, qui tient la partie inférieure de l'échantillon. Une deuxième pince qui tient la partie supérieure, qui, elle, va bouger le long de cette colonne et auquel est aussi attaché ce capteur de force. Donc lorsqu'Andreas va appuyer sur le bouton de la machine va se mettre à bouger vers le haut, la pince supérieure va se mettre à se déplacer, ce qui va tirer sur l'échantillon, on va mesurer la force et on va pouvoir créer cette courbe déformation contrainte. Et c'est parti. C'est parti, ok. Donc je vais commencer à déplacer et puis donc là vous pouvez voir aussi les données en live plus ou moins. Donc à nouveau ce qu'on applique c'est le déplacement et puis nous mesurons la force. Et puis donc là ça s'est cassé. C'est le but justement. C'est le but, c'est de casser. On veut savoir à quelle force ce matériau va se casser. Parce que comme ça, on peut savoir que nous, dans notre application, dans notre produit, on n'applique jamais des forces supérieures à cette force-là. On voit une courbe un peu comme la courbe du Corona.
Enfin, elle descend vite, celle-là. Que veut dire cette courbe ? On peut très bien distinguer en fait deux régions différentes. C'est la partie élastique et la partie plastique. Élastique, ça veut dire que c'est réversible. Donc ça veut dire que si on applique une certaine force et après on enlève la force, le matériau va revenir dans exactement le même état. Et donc pour nous, dans les applications générales, c'est ce qu'on veut avoir. On veut toujours rester dans cette partie-là parce qu'on va toujours déformer un peu le matériau, mais on veut jamais aller au-delà d'un certain point où ça va se déformer irréversiblement. C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire que la tour Eiffel qui bouge grâce au vent, elle est toujours dans l'état élastique, elle bouge, mais elle ne s'effondre pas. Exactement. Donc justement, dans les bâtiments, c'est un très bon exemple parce que la raison pour laquelle ils marchent aussi bien, c'est qu'ils peuvent bouger un petit peu en fonction du vent ou des choses comme ça. Et on reste toujours dans le domaine élastique où ça se déforme, mais jamais au point où ça pourrait pas revenir au même état initial. Fabien Sorin ? Je voulais rebondir sur ce que disait Andrea, parce que le thème étant science des matériaux, c'est vraiment ça le cœur de la science des matériaux. C'est-à-dire qu'un mécanicien va regarder cette courbe et en tirer des analyses et un design de sa pièce. Dans la science des matériaux, on va essayer de comprendre aussi ce qui se passe au niveau des atomes et de la microstructure. Quand on les comprend, on est capable de faire de l'ingénierie, de travailler dessus, et donc de rendre des matériaux plus ou moins rigides, c'est-à-dire qu'ils vont résister plus ou moins à cette déformation élastique, plus ou moins ductiles, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se déformer de façon plastique, de façon très importante avant de casser, etc., etc. Donc le cœur de la science des matériaux, c'est de relier la microstructure aux propriétés. Et un troisième domaine dont on ne parle pas trop, mais c'est aussi comment on fabrique le matériau, le procédé de fabrication est très important pour déterminer la microstructure, qui elle-même va être très importante pour déterminer les propriétés fonctionnelles. Donc c'est un peu ce triptyque sur lequel on travaille beaucoup, procédé, microstructure, propriété. Vaste champ de recherche que cette science des matériaux. Michel Rapa, pour terminer, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il existe d'ailleurs un matériau qui soit résistant à tout ? C'est-à-dire qu'on peut lui taper dessus, il casse pas, on peut le laisser tomber, il casse pas. Est-ce qu'on a trouvé ça ? Alors, désolé de vous décevoir, tous les matériaux vont casser au-delà d'une certaine contrainte, d'une certaine force que vous appliquez sur eux, parce que n'importe quel matériau est fait d'atomes, ces atomes ont des liaisons entre eux, et si vous répartissez la force sur chacune de ces petites liaisons, si vous excédez cette force de liaison, le matériau va rompre. Alors, est-ce qu'il va rompre de manière abrupte comme une céramique, vous tirez, et tout d'un coup elle casse, sans avoir donné des signes, ce qu'on n'aime pas beaucoup en ingénierie, ou bien vous prenez un métal, vous tirez, il commence à se déformer plastiquement, puis vous tirez encore, puis il devient un peu comme du chewing-gum, puis il devient de plus en plus lent, puis tout d'un coup, il casse aussi. Et ça, c'est une tolérance, si vous voulez, à la cassure, qui est très agréable pour un ingénieur, qu'on n'aime pas trop quand même, parce qu'effectivement, on n'aime non plus pas que ça soit trop ductile. Donc il y a tout ce jeu entre ductile, c'est bien agréable parce qu'on voit d'abord s'il y a des effets, puis quand même résistant parce qu'on n'a pas envie qu'il se déforme trop. Et puis peut-être que le futur, justement, Michel Rapa, se trouve dans les matériaux bio-inspirés. Alors, oui, peut-être. On s'est déjà pas mal inspiré. Si vous prenez les fils de soie de l'araignée, par exemple, c'est environ 1 micron de diamètre, c'est donc 1 millième de millimètre de diamètre. Et si je ne vais pas donner des mégapascals, ça ne va pas parler à vos auditeurs, mais si vous prenez vous tressez ces fils de soie pour en faire un petit fil d'1 millimètre carré, eh bien vous arrivez à soulever environ 100 kilos avec, sans que ça rompe. Wow. Et c'est à peu près 2 à 3 fois plus qu'un acier conventionnel et de l'ordre de grandeur d'un très bon acier. Merci beaucoup Michel Rapa, c'était un très bon vulgarisateur de cette science des matériaux. Merci à vous. On l'a compris, on vous recommande d'ailleurs un livre, vous avez participé à la traduction, on lisait tout à l'heure de ce livre signé Marc Miodownik qui s'appelle La science des matériaux, qui s'appelle comment ? La vie secrète. La vie secrète, voilà, des matériaux, en plus on l'a sous les yeux. C'est paru donc dans la collection Quanto des presses polytechniques et universitaires romandes à l'EPFL. Vous étiez invité par Sarah Diren. De 10h à 11h, c'est QFD.